Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire proposé par samsa.fr. Nous allons parler aujourd'hui de la boussole des besoins du public. C'est la traduction que nous avons adoptée chez samsa.fr pour le User Needs Model, dont beaucoup d'entre vous, je pense, ont entendu parler, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Cédric Motte, notamment, qui est Bonjour. responsable conseil et innovation chez samsa.fr. Et nous allons être rejoints d'ici peu par Nicolas Becquet, qui est manager digital chez l'Echo, média belge et économique de qualité, qui nous expliquera comment la boussole des besoins du public ou le User Needs Model a été implémenté dans ce média. Je vais vous proposer qu'on passe en revue rapidement le sommaire de ce webinaire. Donc j'ai fait les présentations. Donc SAMSA, juste pour en dire un mot, c'est un organisme de formation professionnelle qui intervient notamment dans le secteur des médias, mais aussi plus largement auprès également des communicants ou de la communication d'intérêt public, qui peut avoir certains enjeux en commun avec les médias. Et puis c'est également une société de conseil, notamment en matière de stratégie éditoriale, qui accompagne ses clients pour faire évoluer leurs modèles éditoriaux. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi ce User Needs Model est aujourd'hui une forme de réponse aux défis de l'époque. On va rentrer dans le dur assez rapidement pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis on verra donc avec Nicolas Becquet comment l'implémentation peut se réaliser très concrètement au sein des rédactions. Bien entendu, une part importante du webinaire sera consacrée à vos témoignages, à vos questions, à vos réflexions, à vos remarques. Pour ça, il suffit de lever la main dans le webinaire et puis on vous donnera la parole. Mais vous pouvez également intervenir dans le chat écrit si vous le souhaitez à n'importe quel moment dans le webinaire. Et puis en fonction de la question, on la prendra immédiatement si c'est en rebond avec ce qui est dit à ce moment-là, ou on la gardera pour la fin si c'est quelque chose qui ne va pas directement, enfin ne fit pas directement avec ce qui est dit à l'instant T. Voilà. Juste en forme d'introduction, moi je voulais dire un certain nombre de choses sur le pourquoi aujourd'hui la boussole des besoins du public ou le User Needs Model nous semble être une réponse, alors pas la réponse, c'est pas quelque chose de magique, mais une des réponses possibles à un certain nombre de questions qu'on se pose, soit dans les rédactions, soit dans les endroits où on produit aujourd'hui des contenus pour le public avec une mission d'intérêt public. Euh, cette raison, pourquoi c'est en situation, pourquoi des centaines de rédactions aujourd'hui à travers le monde ont adopté ce modèle, c'est d'abord peut-être parce qu'on parle de plus en plus de l'évitement de l'information. Le dernier rapport en date, et il est très récent, du Reuters Institute, mesure encore un accroissement du nombre de personnes interrogées, ils en ont interrogé 100 000 à travers le monde, qui disent que à un moment donné, dans leur semaine ou de manière régulière, ils essayent d'éviter l'information pour tout un tas de raisons, parce que c'est angoissant, parce que c'est anxiogène, etc. On verra qu'en creux, ou en tout cas à l'envers, ça pose non pas la question du comportement de nos audiences, mais peut-être un peu plus la question des contenus qu'on leur propose. Le deuxième défi auquel on est confronté sont les algorithmes des plateformes qui sont pas toujours très, on va dire ça gentiment, bienveillants à l'égard de l'information. Et on voit qu'en fonction des évolutions de ces algorithmes,
tout ce qui peut être information peut passer par-dessus bord. Et donc, il y a un enjeu pour nous, alors sans dire qu'on peut se passer nécessairement complètement des plateformes, notamment des réseaux sociaux, mais il y a un enjeu d'établir une connexion directe avec ces audiences. Et puis le troisième défi, c'est celui des revenus et de la monétisation. Comment faire en sorte que des internautes ou en tout cas des personnes intéressées par les informations qu'on propose puissent revenir régulièrement, ce qu'on appelle la fidélisation. Et ensuite, comment faire en sorte qu'on puisse les convertir, puisque c'est un enjeu critique pour bon nombre de médias aujourd'hui. Alors face à ça, il y a plusieurs solutions qui sont mises en place. Lire les statistiques et essayer d'en tirer parti, on sait que c'est aujourd'hui, dans la situation actuelle, extrêmement compliqué parce que les stats nous disent, ben, hier il a fait extrêmement chaud et ce sujet a beaucoup intéressé nos internautes, par exemple. Et ben, demain ou dans une semaine, il fera plus chaud. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Donc les stats nous disent quelque chose sur les contenus qui a marché, mais pas tellement sur la manière de renouveler ça et de reproduire ça dans les jours suivants. L'autre solution qui a été adoptée par un certain nombre de rédactions ou de producteurs de contenu, c'est de produire plus, encore plus, toujours plus de contenu et on s'aperçoit là aussi, quand on plonge dans les statistiques, que ben, il y a au fond du panier ces articles qu'on appelle des articles fantômes, qui n'ont recueilli qu'une poignée de visites et globalement qu'on a produit quasiment pour rien, ou en tout cas qui n'ont pas rencontré leur public. Et donc, face à ça, on pense que utiliser, exploiter la boussole des besoins du public peut être une solution et une réponse à ces défis et qui va plus loin que les actions qui ont d'ores et déjà été mises en œuvre par une partie d'entre vous. Je vais laisser la parole à Cédric pour la suite. Merci Philippe. Alors, effectivement, suite à tous ces défis et ces solutions, on arrive à quelque chose qui est partagé depuis un petit moment déjà dans pas mal de rédactions et puis plus largement chez les producteurs d'information, c'est l'idée d'engager les audiences. Et vous voyez le petit entre parenthèses, et plus seulement d'en avoir. Et il y a notamment deux choses qui sont assez nettes, qu'on voit depuis maintenant plusieurs années. C'est que dans le premier point, quand on a des modèles qui sont basés sur la course à l'audience, on a quand même une difficulté à financer les médias. D'ailleurs, un bon paquet des médias historiques qui étaient basés sur l'audience, que ce soit du BuzzFeed ou autre, n'existe plus ou différemment. Et récemment, on a le CEO d'Axel Springer, qui est un grand groupe média européen, voire outre-Atlantique même, qui vient d'expliquer en juin 2025, en gros, que la course au clic et à l'audience est dépassée. Vous avez le lien, en l'occurrence, dans ce document-là, qui vous sera envoyé par la suite par mail. Petit rappel. Et à l'inverse, on voit que des médias qui ont la capacité de s'interroger sur leurs audiences, d'essayer de les engager, de répondre à des besoins différents en les ayant identifiés, vont réussir à avoir un modèle économique qui est beaucoup plus stable, qui est parfois même bénéficiaire. Alors, les trois exemples que vous avez ici, que ce soit Le Monde, Contexte ou Mediapart, sont des médias relativement différents, avec des approches éditoriales différentes, mais il n'empêche qu'ils ont tous les trois réfléchi fondamentalement à ce qu'ils allaient proposer à leurs lecteurs et pas juste ce qu'ils allaient proposer aux plateformes, aux algorithmes ou autres. Donc, on est vraiment à ce moment-là dans cette nécessité d'engager l'audience. Et pour ça, rien ne vaut la boussole. Mais avant d'y aller, on vous propose un rapide sondage qui va apparaître normalement sur vos écrans pour voir où vous en êtes de la boussole. Donc, on va Ça y voir est, vos réponses arriver en il est temps. lancé, le Tout sondage est à lancé. fait. Il est lancé, c'est beau. Euh, On continue, alors, une grande dès que tout de le monde aura répondu. 75%, voilà, toc toc. On est, merci en tout cas de votre participation à ce sondage en temps réel. Nous sommes à 46%, à 46 répondants sur 58. Euh, et en gros, ce qui se détache, et puis ça devrait assez peu bouger sur la fin des répondants, c'est qu'on a 75% d'entre vous qui connaissent la boussole, 25% qui ne la connaissent pas.
utilisez-vous déjà la boussole des besoins du public? Vous êtes 5, à savoir 11% à l'utiliser déjà. 25 d'entre vous pensent ou s'interrogent en tout cas sur son usage potentiel et 17% aujourd'hui ne l'utilisent pas. Je vous propose qu'on passe à la suite. Et en l'occurrence, la suite, c'est rentrer dans le détail de la boussole des besoins du public. Alors, rapidement et historiquement, la boussole, c'est pas neuf, ça date de 2017, ça a été formalisé par Dimitri Shishkin, qui à l'époque était consultant pour la BBC, et qui s'est rendu compte en regardant les statistiques de la BBC en Russie, et c'est le graphique original que vous avez sous les yeux, qu'il y a un décalage entre le volume de résultats, enfin le volume de production, pardon, en rouge d'articles et le volume de pages vues moyen qui sont les histogrammes en gris. Donc vous avez à gauche Update Me qui est en gros le factuel et la mise à jour en temps réel de l'information. Et vous avez donc un nombre d'articles relativement important puisque vous voyez c'est le point rouge le plus élevé, mais une audience moyenne qui est relativement réduite. Et à l'inverse, quand on regarde les 5 autres axes dans ce graphique-là, donnez-moi la perspective, tenez-moi au courant, inspirez-moi. On voit qu'il y a une production d'articles qui est beaucoup plus faible, mais que l'audience moyenne des articles est plus élevée. Et donc la réflexion qu'a eu Dimitri et plus largement l'équipe de la BBC, c'est de se dire, mais si on essayait d'un peu plus répondre et peut-être d'un peu plus produire ou d'angler plus exactement nos sujets sur d'autres besoins, peut-être que l'audience serait un peu plus équilibrée et qu'on aurait une audience plus importante d'abord et plus engagée deuxièmement. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que Dimitri continue à utiliser ce user needs model. Il a évolué, il est passé sous ce format-là, qu'on a donc francisé, comme l'expliquait Philippe, autour de 4 axes et 8 besoins qu'on va rentrer dans le détail. Et pour info, Dimitri l'utilise toujours. Il est aujourd'hui conseiller en stratégie éditoriale pour l'ensemble du groupe Ringier, après avoir dirigé pendant 2 ans Ringier Média International et avoir du coup implémenté cette solution-là et avoir notamment, et je vous invite à aller jeter un œil, formaliser autre chose, à savoir ce qu'ils ont appelé le playbook chez Ringier, c'est-à-dire l'ensemble des bonnes pratiques numériques, aussi bien côté rédac que market que produit, pour qu'il y ait là aussi un référentiel commun pour l'ensemble des métiers. Parce que la boussole, on va rentrer dans le détail maintenant, permet vraiment de faire et de réunir au sein d'un outil plusieurs métiers différents au sein d'un média ou plus largement de producteurs de contenu. Donc si on rentre un petit peu dans le détail, vous voyez là les 4 grands axes. Donc au nord, savoir, c'est-à-dire les faits. À l'est, on a comprendre plutôt sur le contexte. Au sud, on est sur ressentir l'empathie. Et à l'ouest, on est sur agir l'action. Et si on rentre un petit peu dans le détail, on va voir que la boussole euh, permet vraiment d'interroger non pas le choix des sujets, mais la façon dont on va traiter les sujets. Et ça, c'est fondamental à comprendre, c'est que la boussole n'est pas un rédacteur en chef ou une rédactrice en chef en tant que tel, c'est pas un choix des sujets, mais c'est vraiment la façon dont on va les traiter et se poser la question de dans quelle mesure la façon dont je traite ce sujet-là va répondre à des besoins qui ont été préalablement définis autour de la boussole. Vous avez ici devant les yeux la boussole générique. La boussole peut s'adapter en fonction de l'ADN de chaque média, on y reviendra un peu plus tard après, mais on va rentrer là dans les explications de chacun des grands axes et des 2 besoins qui sont associés aux grands axes. Dans les faits, vous voyez qu'on a le tenez-moi informé et le impliquez-moi, qui sont deux besoins un petit peu différents. Les faits, c'est très basiquement et naturellement le besoin primaire, en fait, quand on parle de médias d'information ou quand on parle d'information. Les faits, les faits, les faits. On est vraiment globalement sur le temps 1 de l'info. Et d'ailleurs, on a pas mal de rédactions maintenant qui sont organisées en temps 1, temps 2, temps 3. Et le temps 1, c'est vraiment ce besoin de direct. Le tenez-moi informé le plus pur, entre guillemets, qu'on peut avoir, c'est notamment dans le sport, par exemple, quand on va suivre un match en temps réel et qu'on va avoir les informations en temps réel. Il n'y a pas plus factuel que
Bob a tiré un corner et Jean a marqué de la tête. C'est factuel, en direct, et c'est vraiment le tenez-moi informé. Le impliquez-moi, il est un peu plus différent parce que par définition, il va être dans l'interaction qu'on va créer avec le lecteur. Et là, en l'occurrence, c'est souvent les appels à contribution qu'on va retrouver dans la presse locale, par exemple. Et ces derniers jours, on l'a beaucoup vu quand il y a eu des orages ou de la grêle. Dès qu'il y a de la météo, c'est assez facile. Et on est vraiment dans la capacité de faire participer le lecteur dans le récit, d'une certaine manière, de l'actualité. Euh, Ça, c'est le premier axe, les faits. Deuxième axe, le contexte. Donc, on se déplace un petit peu à l'est. Donc là, on est plutôt dans la logique d'explication et on rentre dans ces fameux formats d'explainers, comme on dit en anglais, qui fonctionnent très bien et notamment en vidéo sur les réseaux sociaux. On va retrouver sur l'expliquez-moi, on va comprenez la situation en Iran en 3 minutes. On va avoir vraiment des choses très sur le comment ça se fait qu'il se passe telle chose. Donc c'est souvent considéré dans les rédacs comme des choses un peu longues et pas forcément simples à faire, mais pourtant ça permet vraiment à l'audience d'avoir un temps 2 ou un temps 3 qui va lui permettre de rester dans le fil de l'information, puisque les faits se passent, certes, mais pour relier les faits les uns avec les autres, les explications permettent vraiment de donner une perspective au lecteur. Et d'ailleurs, dans le donner une perspective, on va rentrer là dans une dimension un peu différente qui va être l'appel aux experts externes aux rédactions ou aux lecteurs via des sujets d'analyse, voire des tribunes. On est sur le temps 2, le lendemain d'un fait, et on va avoir là aussi, dans ce sujet-là et ce moment-là, les réactions souvent. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, il y a une grève par exemple, on va avoir souvent après la grève, les réactions des politiques, des syndicats, de la direction et potentiellement des usagers. Donc on a vraiment une capacité là de revenir sur l'actualité en donnant une perspective différente et en permettant de donner du contexte à l'information. Le troisième axe, c'est l'empathie, c'est l'émotion, c'est le inspirez-moi et le divertissez-moi qui sont qui ont vocation vraiment à emmener votre lecteur ou votre auditeur ou votre téléspectateur, peu importe, parce qu'évidemment la boussole est valable pour l'ensemble des formats médias. Mais c'est vraiment ce qui va emmener votre lecteur dans son empathie la plus pure, ce qui va lui permettre d'assimiler l'information. C'est très net, par exemple, et on doit le voir probablement, et je pense que si on étudie les réactions oui, les réactions qu'on a par rapport aux informations climatiques avant une canicule ou après une canicule, parce que les personnes l'ont vécu, il y a inévitablement une augmentation de la compréhension ah oui, il y a un enjeu là quand même qui est relativement visible, important à maîtriser. Euh, donc là-dessus, on va avoir dans l'inspirez-moi, par exemple, souvent soit des récits à la première personne, mais aussi beaucoup d'interviews. Donc vous avez par exemple un nouveau média qui s'appelle Mesdames, qui a été lancé par Maïtina Birabel, et qui explique que on manque en fait de visibilité des femmes de plus de 45 ans, voire 50 ans dans les médias. Et donc, Mesdames Médias donnent la parole. Et ce ne sont quasiment que des interviews, des rencontres. Et on est vraiment dans la capacité de similitude avec les personnes qui sont interrogées et interviewées. Le divertissement, souvent dans les médias, et notamment d'information un peu générale, ou du même d'une manière générale, quand on fait de la publication de contenu, on est sur quelque chose de relativement difficile à maîtriser. Voilà. Mais en fait, le divertissez-moi, c'est pas soudainement mettre un nez de clown et raconter des blagues. Le divertissez-moi, c'est se poser la question d'un format qui va être beaucoup plus facile d'une certaine manière à appréhender pour vos lecteurs, vos utilisateurs, tout en faisant passer de l'information. Donc là, il y a des formats assez classiques hein, sur les sites d'info, par exemple, on a des quiz d'actualité de la semaine, et le quiz est très clairement un moyen de faire passer de l'information
tout en étant dans un format beaucoup plus interactif par définition qu'un article à lire. Et on est là dans une mécanique un peu de divertissez-moi, parce que pour peu que derrière on mette une logique de points, de comptes et de score, on rentre dans une logique de gamification d'une certaine manière qui donne une approche différente de l'info. Mais c'est aussi dans des formats vidéo, par exemple, euh, la façon dont on va traiter le sujet. Un exemple que je vous invite à aller voir, que vous pouvez retrouver sur YouTube assez facilement, c'est Hugo Clément de Vaquita qui fait des interviews dans une pièce, dans un studio qui chauffe progressivement jusqu'à 50 degrés. Et donc les invités, par définition, sont confrontés à la hausse des températures. Et quand vous avez, par exemple, les premiers invités, c'était McFly et Carlito, vous avez un mélange joyeux de, parce qu'ils se connaissent, parce que ça déconne gentiment, mais en même temps, il y a toujours un passage d'informations sur la façon dont le corps va réagir, dont la biodiversité va réagir en fonction de la hausse des températures. Donc, le divertissez-moi, c'est vraiment un moyen très propre, ce n'est pas sale, de pouvoir faire passer de l'info, évidemment. Le dernier sur l'action, celui-là, il est important. En fait, il est très visible dès qu'il se passe quelque chose, une catastrophe. Dès que vous avez une catastrophe naturelle, on va avoir les médias locaux qui vont très vite encourager ou inciter ou, oui, les lecteurs à, à participer. Sont des articles assez simples sur on a besoin à tel endroit de d'aide qui peut venir aider. Alors, Nice Matin, par exemple, le fait particulièrement bien. Il a fait de façon assez historique quand il y a eu les inondations, par exemple, dans la vallée de la Vésubie et de la Roya, ou encore quand la mairie de Rennes, au printemps, envoie via des groupes WhatsApp des informations sur les endroits qui sont bloqués ou non pour se déplacer en ville. Euh, il y a quelque chose de très puissant dans l'action puisqu'on est dans la capacité de faire c'est probablement ça qui fait le plus sortir le lecteur de l'évitement dont parlait Philippe tout à l'heure, parce que par définition, il devient acteur de l'actualité, on va parler de lui et on est sur quelque chose qui est euh, l'opposé de ah bah de toute façon je peux rien faire par rapport à l'actualité. Et bien si, en choisissant des angles qui correspondent à ces besoins-là, on est vraiment dans la mise en place de l'action. Euh, et après, dans le aidez-moi, on est plus dans le serviciel, avec des articles qu'on se pose toujours la question de faire quand on a 45 ans dans une rédac, mais ce qu'il faut savoir quand on va voter pour la première fois, parce que oui, à chaque élection, on a une nouvelle génération qui arrive, ou des gens qui ne votaient pas avant et qui, là, soudainement, ont décidé de voter pour cette élection et qui ont besoin de savoir ce qu'il faut faire. Donc le aidez-moi peut être très simple aussi, entre guillemets, dans sa mécanique et dans ses formats. En fait, il n'y a rien de impossible du tout dans chacun de ces quatre axes et dans ces huit besoins. C'est vraiment une façon de se poser la question de comment je vais traiter ce sujet-là pour répondre à un besoin différent du lecteur en fonction du temps dont je dispose, de ma chronologie et et de ma stratégie éditoriale, parce que à chaque média, ça boussole. Quand vous comparez Cédric, l'AFP et Brut, oui, une petite question de Arnaud Wery dans le chat qui demande si pour impliquer moi, est-ce qu'un module du genre quelle est l'augmentation de la taxe communale sur votre maison pour 2026, tapez votre référence cadastrale, etc. Est-ce que ça fait partie du impliquez-moi? Des choses qui permettent de se ça localiser fait en partie tout fait à par fait. rapport au sujet, quoi. Mm. Oui, c'est ça. En fait, le impliquez-moi, alors à la condition derrière de pouvoir effectivement avoir par définition la réponse et de me positionner par rapport aux autres personnes qui ont répondu. Mais le impliquez-moi, il est effectivement dans cette idée de participer, certes, mais surtout de Oui, de se situer par comprendre. rapport à une actu, Ouais, par rapport à un sujet c'est ça. d'actualité, quoi. De se situer Ouais, personnellement, quoi. tout à fait. Mm. Ok. Ouais, 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 tout à fait, Arnaud. Ça rentre là-dedans. Mais vous voyez, l'exercice que fait Arnaud, c'est un exercice très intéressant dont on va parler après, mais qui est aujourd'hui, en fait, on peut déjà se poser la question de est-ce que ma production du moment répond déjà à des besoins et quel serait, du coup, ce volume d'articles
pour tel et tel besoin et l'audience qui est associée ou la conversion qui est associée. Et donc, cette photographie-là est vraiment très intéressante à faire. Et donc, à chaque média, sa boussole. Donc, l'AFP, par définition, c'est très l'effet. Brut, vous le constatez, c'est souvent un peu plus du inspire-moi, parce qu'en fait, Brut va parler des faits, mais souvent, avec quelqu'un au micro, et vraiment une capacité de rentrer dans le portrait ou la réaction ou les personnes qui sont proactives, des gens qui sont dans des associations ou des personnes un peu particulières. Euh, et voilà. Et on peut aussi adapter la boussole. Ça, c'est le second point dont on a parlé déjà tout à l'heure. Mais lors des rencontres en février dernier, Amélie Boguet de la RTS expliquait que dans leur boussole à la RTS, ils sentent qu'il y a un besoin qui est important dans leur public et d'une manière générale dans la société, c'est le réconfortez-moi, qui est un des moyens là aussi de lutter contre l'évitement de l'info et qui est un moyen de rentrer dans la logique de euh, la plupart des gens qui aujourd'hui évitent l'information, et c'est notamment dans le Reuters Institute assez clair, la première raison, plus exactement, c'est l'information me rend triste, me rend pas Déprimé. bien, me rend morose. Donc un des enjeux, c'est de trouver un moyen de contrer ça, non pas une fois de plus en traitant que de sujets joyeux, parce que c'est pas forcément notre rôle, mais l'angle et la façon de le traiter peut répondre à ce truc. Je Et en précise, l'occurrence, Cédric, on a des résultats. je précise qu'il s'agissait des Vas-y. rencontres de l'innovation éditoriale organisées par SAMSA en février dernier et que la prochaine édition, vous pouvez déjà le noter, aura lieu le 5 février 2026 à Paris. C'est un jeudi, jeudi 5 février 2026. Vous pouvez déjà le noter dans vos tablettes. Tout à fait. Et pour les plus motivés d'entre vous, sur le site de SAMSA, vous pouvez vous préinscrire. Euh, et en l'occurrence, on reparlera probablement en février 2026 des résultats qu'on obtient depuis quelques mois. Alors, on va en parler avec Nicolas dans quelques minutes, mais il y a des études aujourd'hui qui sont faites. Là, en l'occurrence, c'est une étude faite sur différents articles de Ringier Média International, qui est une étude réalisée par Smart Octo. Smart Octo, c'est une société éditrice d'un logiciel statistique qui intègre par défaut l'ensemble des besoins de la boussole du public dans l'outil statistique et qui permet donc de sortir des études très rapidement. Donc là, le principe, c'est qu'on a deux cohortes d'articles. La première, 4445 articles qui répondent précisément à un des 8 besoins dont on vient de parler, et qu'on va comparer avec 4045 articles qui, eux, ne correspondent pas à un besoin. C'est-à-dire que globalement, c'est des sujets qui sont traités, mais fondamentalement, même a posteriori, on n'est pas capable de les associer explicitement à un besoin clairement identifié. Ce dont on s'est rendu compte avec Smart Octo et Ringier, c'est que en rouge, vous avez les articles qui sont concentrés et qui se focus, pour utiliser le terme anglais, sur un besoin. Et à l'inverse, en orange, les articles qui, eux, ne correspondent pas et qui sont dans la deuxième cohorte. Et en fait, sur le nombre médian de visiteurs par article, on voit qu'on a une différence de 34%. Et alors 34%, ça peut vous paraître beaucoup, pas beaucoup. C'est évidemment euh, relativement marginal par rapport à si Google soudainement décide de changer son algorithme ou Facebook qui ne met plus en avant l'info. Mais c'est essentiel pour nous parce que c'est fait partie des moyens qu'on a à l'intérieur d'une rédaction d'agir. Et c'est ça qui est chouette avec la boussole, pour utiliser ce terme-là, c'est que c'est vraiment un outil qui permet à l'ensemble des rédactions et des producteurs de contenu de reprendre la main et de piloter sa production éditoriale et de pouvoir la mesurer. Donc là, on a vraiment une audience on constate via cette étude-là qu'il y a une audience bien plus importante pour les articles qui répondent à un besoin utilisateur. Autre impact sur la loyauté entre guillemets des visiteurs. En fait, quand on est sur des utilisateurs fidèles, c'est-à-dire là, en l'occurrence, dans ce graphique-là, ceux qui sont venus plus de 3 fois dans la semaine, on voit qu'ils ont tendance à aller beaucoup plus lire des articles qui répondent à un besoin précis que ceux
qui ne répondent pas à un besoin précis. Euh, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, se poser la question dans sa stratégie éditoriale de à quel moment j'utilise la réponse à un besoin, ça va me permettre potentiellement d'augmenter mon audience assez simplement, donc en début du tunnel, entre guillemets, de conversion. Mais ça permet aussi auprès des lecteurs fidèles de les faire rester, de les faire voir plus d'articles, et donc de garantir, ou en tout cas d'être un des leviers qui permet de fidéliser un peu plus dans le temps les personnes qui viennent, reviennent, voire à l'idéal ceux qui se sont abonnés pour les médias qui ont un modèle d'abonnement. Vas-y Philippe, je t'entends. Non, Non? c'était juste Peut-être pour pas. préciser sur cette question de l'article répond à un besoin précis identifié ou pas. Par exemple, on a des formats qui sont réalisés notamment en vidéo, comprendre la guerre entre Israël et l'Iran en 4 minutes. Il y a, à travers le titre, une promesse précise, et cette promesse, c'est la promesse d'un éclairage, d'une explication, etc. Donc, c'est extrêmement précis. On aurait pu aussi avoir ces éléments dans un article qui fait le point, mais qui est beaucoup plus diffus en termes de besoins auxquels il répond. Il y a un peu d'actu dedans, il y a un peu de contexte, il y a un peu de témoignages, il y a un peu de choses comme ça, et avec un titre qui va être beaucoup moins précis et beaucoup moins comment dire, explicite sur le besoin auquel répond cet article ou ce contenu, en tout cas s'il s'agit là en l'occurrence d'une vidéo. C'est cette notion-là qui est très importante, c'est que les articles qui ici apparaissent en rouge, dans cette bande rouge, ils sont clairement centrés sur un et un seul besoin. Et donc, leur titre, la plupart du temps, est en accord avec cette mission qu'ils ont de répondre à ce besoin des utilisateurs. Merci des précisions, Philippe. Deuxième cas, là vraiment sur un pilotage en temps réel d'une certaine manière du contenu. Parce que là, l'étude précédente, c'était sur un grand volume, voilà, on est un peu sur du temps long. Là, on est en temps réel dans le pilotage. MediaWis, c'est un grand groupe belge qui est notamment présent aux Pays-Bas, en Belgique néerlandophone et, en, et au Luxembourg notamment. Et donc là, dans un village que je ne saurais pas situer sur une carte, pour être tout à fait transparent, mais aux Pays-Bas, on a un double homicide. Donc forcément, le jour J, on a, première courbe en haut, une importante hausse de l'audience, mais un engagement, c'est-à-dire un temps passé et un nombre d'articles différents vus qui baisse drastiquement. Et donc, face à ça, en se posant la question du besoin, le lendemain, on va publier des articles. Enfin, ils ont plus exactement publié des articles qui sont sur le aidez-moi à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment? Euh, et là, il y a une hausse des prises d'abonnement qui a été constatée de façon très nette. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ces mécaniques-là, elles sont pas, elles viennent naturellement d'une certaine manière dans la plupart des rédactions quand on se pose la question de refiler un sujet, de suivre un sujet dans le temps. Euh, mais la boussole permet vraiment d'orienter correctement la production et se poser la question de pas juste un brainstorming sur des angles un peu comme ça, mais de guider en fait le pilotage éditorial. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que parfois on le fait sans, une fois de plus, sans forcément le savoir. Et quand Arnaud tout à l'heure posait la question de est-ce que quand des lecteurs remplissent un questionnaire, ça peut être dans le impliquez-moi, je vous invite à vous poser la question là, chacun chez vous, de cet article-là, à quel besoin pourrait-il répondre? Parce qu'en fait, on est sur clairement un titre très explicite on retombe en l'occurrence dans le expliquez-moi et se poser la question de sa production actuelle est quelque chose qu'on peut faire de façon assez simple aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de la connecter avec des résultats. Et en l'occurrence, du côté de Midi Libre, Olivier
partagé sur LinkedIn il y a 5 jours. Les résultats en termes de prise d'abonnement, pour le coup, sur cet article-là, qui est très net. Donc, en fait, l'enjeu de la boussole, c'est de pouvoir lier ces besoins du public avec la production éditoriale. Enfin, dernier exemple qui reprend un petit peu et qu'on retrouve un petit peu dans la mécanique sur celle de la BBC, mais qui est assez intéressante, c'est que vous avez là un hebdomadaire historique en Allemagne et qui a une approche d'un news hebdomadaire, d'un news magazine assez classique, c'est-à-dire qui est beaucoup plus dans un temps de l'info et qui a donc une publication et une réponse à un besoin très précis qui est plus celui du contexte que celui des faits. Donc vous retrouvez à droite, par exemple, 81% des articles sont des articles contexte. Et les articles factuels sont que à hauteur de 3%, le petit bleu là. Et en fait, quand on regarde du coup graphique de gauche par rapport à l'audience, vous avez les points rouges qui sont là encore le volume d'articles produits. Donc vous voyez sur le deuxième histogramme le point rouge avec 6680 articles contexte qui sont donc largement au-dessus en termes de prod, mais une audience finalement qui est moyenne par rapport à du factuel et qui n'est pas si supérieure à celle qu'on va retrouver dans les besoins qui sont identifiés là pour Der Spiegel autour de l'émotion ou de l'action. Euh, donc là aussi, c'est pour vous dire que en fonction de votre stratégie éditoriale, la photographie que vous allez avoir va répondre à tel ou tel besoin de façon assez naturelle et de façon assez historique. L'enjeu n'est pas forcément soudainement pour le Spiegel de faire que du factuel, évidemment, mais elle est d'avoir une photographie et d'avoir un suivi statistique entre ce que je produis, à quoi ça répond et quels sont les résultats que j'obtiens. Là encore, en fonction de votre stratégie business, que ce soit faire de l'audience pour faire le plus d'audience possible ou d'avoir des lecteurs les plus engagés possibles pour pouvoir les convertir et les fidéliser. Donc voilà, l'idée vraiment de cette boussole, c'est la promesse, c'est de lier la production éditoriale aux besoins du public pour mieux la piloter et être un petit peu moins dans la supposition ou le brainstorm non guidé. Alors comment on l'implémente cette boussole? Je vous propose pour ça qu'on échange avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Est-ce que ton micro est actif? Est-ce que on t'entend? Oui, on Bonjour. te voit. Parfait. Bonjour Nicolas. Euh, donc, 6 mois après, alors effectivement, on parlait des rencontres de l'innovation éditoriale qu'on a organisées en février 2025, donc il y a 5, 6 mois. Euh, Rencontres pendant lesquelles Nicolas est intervenu et a présenté où vous en étiez, enfin, tu présentais Nicolas où vous en étiez de l'implémentation de la boussole. Euh, Comment vas-tu déjà? Est-ce que tu peux aussi rapidement présenter l'écho pour l'ensemble de l'auditoire et de l'audience ici, et puis nous dire du coup en quelques mois comment as-tu vu l'évolution de l'implémentation de la boussole chez toi? Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je travaille pour l'Écho. Nos thématiques, c'est l'économie, la politique, l'entrepreneuriat, l'investissement et les finances personnelles. Et c'est une rédaction d'à peu près d'une cinquantaine de personnes. Donc, ça, c'est pour le contexte. Et j'ai écouté vraiment, évidemment toute l'explication. Et ce que je peux dire déjà sur justement ce trajet, c'est que ce trajet de la boussole des besoins aussi est très intéressant parce que ça permet, en fait, c'est un exercice très riche de questionnement sur son ADN, ses missions et donc son rapport au public. Et ça, voilà, ça permet déjà de mettre un élan dans la réflexion. Et c'est aussi une manière de se réapproprier les données d'audience au sein de la rédaction et du pilotage quotidien. Parce que personnellement, on en avait brièvement parlé lors des rencontres, mais moi j'avais une grande frustration depuis une bonne dizaine d'années, c'est d'avoir autant de chiffres, autant de dashboards sur les données, et si peu de temps et de moyens en fait pour se les réapproprier, et aussi en fait pour en faire un instrument au sein de la rédaction en fait dans les discussions quotidiennes. Et via en fait la boussole, les besoins utilisateurs, en fait, ça permet en fait de parler de contenu, de vraiment d'être dans le contenu, dans ce qu'on fait et dans le pourquoi on le fait.
Et ça change tout parce que on remet un peu le lecteur au centre et que l'intuition journalistique qui peut être très bonne peut aussi en fait avoir des failles et des choses qu'on ne peut pas voir avec des effets d'échelle sur justement le temps long ou des choses qu'on rate. Et donc l'idée c'est que on a voilà, ça fait quelques mois qu'on a implémenté cette méthodologie. Alors j'y reviendrai sur les limites aussi, mais ce qui est important aussi de voir, c'est que c'est un trajet où il y a plusieurs étapes. D'une part, il faut taguer les contenus, donc c'est l'automatisation de l'étiquetage des articles en grandes catégories. Et donc ça, le déclencheur pour nous, ça a été ChatGPT, et donc là, cette capacité d'automatiser assez facilement la recherche de ces articles et les mettre dans les bonnes cases. Ça Et veut donc dire, Nicolas, évidemment, que vous oui. classifiez en fait une partie de vos archives en fonction des catégories de la boussole ou du User Needs Model, c'est ça? Exactement, on a réfléchi aux différentes catégories, on pourra y revenir, mais automatiquement, via ChatGPT, il va chercher tous nos articles, voilà, en temps même réel, et il va les mettre dans les bonnes cases pour ensuite pouvoir avoir les bons rapports et les bons graphes, etc. Et Et qu'est-ce donc, que vous avez évidemment, découvert en faisant ça? en fait, c'est ça qui était intéressant, c'est que donc déjà on a dû fixer des catégories. On a vu qu'il y avait des grandes catégories: comprendre, savoir, agir, ressentir. Nous, c'était un peu plus basique. On a choisi évidemment le mettez-moi à jour, donc la mise à jour, l'explication, l'inspiration, le service dont on parlait aussi tout à l'heure, et aussi le divertissement, même si nous, donc on fait de la culture, c'est pas notre plus grande activité. Et donc on a fait un découpage comme ça qui correspondait à ce qu'on faisait déjà. Et puis on a passé ça dans la moulinette de la boussole, et on a fait un premier rapport assez large avec cette question fondamentale: c'est est-ce que l'offre et la demande sont alignées, ou est-ce qu'il y a des grands déséquilibres, comme on l'a vu avec l'exemple de la BBC. Et chez nous, bon, on est un média de niche, sous paywall depuis quand même déjà plus de 15 ans, etc. Donc, on espérait quand même viser à peu près correctement. Il n'y a pas de grand déséquilibre. Donc, entre l'offre et la demande, en fonction des différents besoins utilisateurs. Par contre, on est allé un peu plus loin, de se dire, tiens, quel type d'article fonctionne le mieux? Quel besoin fonctionne le mieux? Donc là, on a fait un petit tableau avec des bar charts, hein, pour voir un peu comme ça. Et donc, on s'est aperçu que en moyenne, un article d'explication ou un article d'inspiration ou un article de service faisait aller entre 20%, oui, 20-25% de plus par clic, de clics, pardon, par type d'article. Alors évidemment, après, il faut pondérer. On publie beaucoup de mises à jour et moins d'explicatifs. Mais quand on en fait, il y a une réceptivité qui est plus grande dans nos publics. Donc ça, c'était un des premiers enseignements, de se dire, on le savait, on avait évidemment l'intuition de ça, mais il y a une grande différence. Et puis, dans ce rapport, on a aussi scindé les publics, donc les anonymes, les enregistrés, les abonnés, puisqu'on a une ventilation différente. Donc là, on commence à rentrer dans une granularité qui est intéressante. Puis, par plateforme, l'app, le site, les réseaux sociaux, par moment, et aussi le final par rubrique. Donc et là, c'était vraiment le début de la discussion, puisque quand on arrive avec ce rapport, on en fait souvent des rapports globaux, etc. Ça parle, ça intéresse les journalistes, les chefs de rubrique, mais ça reste pas forcément actionnable. On se dit bon, ok, c'est bien tout ça, mais comment on change? Par Et contre, ce alors, qu'on a fait, oui, pardon. ouais, pardon, Nicolas. Oui, du coup, comment au quotidien les équipes de l'éco se sont emparées ou sont en train de s'emparer de la boussole? Alors, donc on a eu cette pré-discussion, donc il y a eu la phase de partage et d'explication, voilà, comme pour dire voilà la méthode, voilà ce qu'on remarque, un début de discussion. Et un des déclencheurs, en fait, c'était qu'on travaillait sur un rapport hebdomadaire par rubrique. Et donc, on avait commencé à se dire, OK, chaque chef de rubrique, une fois par semaine, devrait voir tout ce qu'il a commandé, en fait, que ce soit en volume, que ce soit en performance, mais aussi avec abonnés, non-abonnés, sources de trafic, etc. Donc ça, on avait commencé à réfléchir à un aperçu de cette production, et on a intégré
la boussole, les besoins utilisateurs dans ce rapport-là. Donc, il y a une ventilation de dire, ok, cette semaine, j'ai produit 45% de ma production était de la mise à jour, 35 était de l'explicatif et voilà 10, bref, vous voyez l'idée. Et ça a permis aussi de faire prendre conscience et de le voir chaque semaine, de dire voilà l'équilibre. Et en fonction du rapport qu'on a fait par rubrique, que tiens, si on poussait un peu plus vers l'explicatif ou vers l'inspirationnel, sans doute que là, il y aurait des gains à faire en termes de volume. Et donc ça a été un début et c'était vraiment très très important. Et on a prononcé, je crois que c'est Philippe qui a prononcé le mot tout à l'heure d'article fantôme. C'est un autre axe de travail qu'on avait, c'est-à-dire que dans ce rapport, on voit vraiment tous les articles qui ont été produits et on voit la queue de peloton et aussi du coup à quels besoins utilisateurs répondent ces articles qui n'ont pas rencontré leur public. Et là, massivement, bah, c'était du update me, donc informez-moi, mettez-moi à jour. Et voilà. Et donc, c'était aussi souvent des articles qui étaient produits pour remplir le journal, certaines cases ou quoi que ce soit. Et donc, voilà. Et donc, le fait d'être confronté chaque semaine à ce rapport, euh, dans l'intimité de chaque tête de chef de rubrique, on le fait pas collectivement pour pointer ce qui fonctionne ou fonctionne pas. Eh bien, ça a fait son chemin et on s'est aperçu que bah, il y avait un certain nombre d'articles qui étaient dispensables et qu'en plus c'était plutôt lié à tel ou tel besoin utilisateur. Donc, c'était au fur et à mesure en fait une implémentation et après un débrief plus global quelques mois après sur comment on a avancé. Est-ce qu'il y a des Ok. enseignements contre-intuitifs que vous avez tirés de cette confrontation de la production avec les besoins utilisateurs? Contre-intuitif, bah, je dirais sur cette surproduction de mise à jour, d'articles vraiment de voilà, de juste de mise à jour. C'est notre moteur puisque c'est ça qui fait le volume. Puisque si on cumule l'ensemble des articles qui sont consacrés à la mise à jour, bien forcément le volume de clics total est supérieur à tous les autres. Mais le coût, en fait, qu'à chaque article où on doit l'écrire, le titrer, le valoriser, le distribuer, le corriger, etc. Et ben, ce coût marginal est important. Donc, cumulé aussi, on peut dégager du temps pour en faire d'autres de types différents. Et en termes de timing? Alors, en termes de timing, ça, c'est plutôt la suite pour nous. C'est de rentrer, on s'est aperçu qu'avec le premier rapport, on avait des articles, par exemple, explicatifs qui fonctionnaient bien sur Facebook, plutôt entre midi et 14 heures. D'autres inspirationnels qui vont fonctionner sur LinkedIn tel jour de la semaine. Et donc, ça a été plutôt une révolution pour nous de se dire, ah, OK, on a des pistes pour réfléchir. Mais bon, c'est un long travail parce qu'il faut prendre chaque plateforme, que aussi on a des habitudes en termes de timing de newsletter ou de posts sur les réseaux sociaux et qu'il faut varier les choses, mais aussi adapter. Et donc là, on devient vraiment de plus en plus précis, mais on n'a pas toujours en fait les moyens d'être aussi précis. Alors, on va peut-être prendre quelques questions, puisqu'il y a des questions pour toi, Nicolas, dans le chat, dans les questions-réponses. Avant ça, je voudrais juste signaler que pour ceux et celles qui seraient intéressés, SAMSA a développé un atelier de formation pour prendre en main cette boussole des besoins du public en équipe. Donc, on va vous partager le lien vers cette formation dans le chat. Et alors, une question de Annelise Fournier qui demande s'il est possible, Nicolas, de partager un exemple d'un des rapports que tu as évoqué, ou c'est totalement confidentiel. Bah, je dois avouer que c'est assez confidentiel. Je pourrais donner une structure, un peu les ingrédients dedans, mais bon, voilà, c'est vrai que Bon, ça va être compliqué. Mais les ingrédients, je peux vous les transmettre et si vous voulez après pour le suivi, je le ferai avec plaisir, quoi. Mais dans les grands blocs, il faut savoir qu'il y a la ventilation donc du nombre d'articles produits, de la médiane de clics par article et aussi des tranches que nous, on a. Alors bon, c'est nos tranches à nous, mais au-dessus de 10 000 clics, combien d'articles au-dessus de 10 000, en dessous de 5 000, etc., dans des tranches. Donc, pour se rendre compte aussi du fait que souvent, euh,
un petit pourcentage de nos articles font le gros pourcentage des clics. Ça, c'est vraiment aussi un déclencheur de réflexion. Et la même chose donc pour les user needs, donc combien d'articles et le pourcentage de la répartition. Et puis après, en fait, c'est une liste d'articles du plus performant jusqu'au moins performant, une liste exhaustive avec des couleurs, donc du vert au bleu parce qu'on n'a pas choisi le rouge parce que voilà, c'était trop stigmatisant. Mais et puis des colonnes sur abonnés, non abonnés, sources, etc. Voilà, ça c'est vraiment comment fonctionne Hmm. ce rapport. Une autre question de Pierre Buffet qui nous demande si la définition des besoins s'est faite 100% en interne ou s'il y a eu une consultation des abonnés ou des lecteurs à un moment donné du process. Alors, très bonne question. Ce rapport, ce paradoxe de vouloir connaître l'audience, mais de décider nous-mêmes des besoins utilisateurs. En fait, c'est une question de moyens. C'est en fait on a des études plutôt qualitatives sur nos audiences qui sont assez générales, qui pourraient reprendre d'ailleurs ce modèle-là dans les questionnaires. Donc, on avait une idée globale, mais on l'a déjà définie nous-mêmes en s'inspirant de tous les modèles qu'on avait vus dans les différents médias. Voilà, donc c'était un match entre notre ADN et ce qu'on avait pu constater, mais il n'y a pas eu de questionnaire. S'il pouvait y avoir un questionnaire, je pense que ce serait intéressant, mais là, en termes de méthodologie, je suis plutôt incompétent pour savoir si on induit des réponses, si on n'induit pas des réponses quand on pose ce genre de questions, et si la constatation à l'inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne est la meilleure ou pas. Nicolas, question de Michael Bogdan qui nous demande s'il y a eu une répercussion aussi sur le print ou est-ce que ça reste purement digital, les enseignements de l'utilisation de cette boussole des besoins du public. Alors, je pense quelque part, oui, on a fait une refonte il n'y a pas très longtemps print. Il y avait quand même cette volonté, on le savait déjà, mais de baquer plein de petits encadrés, des petits articles comme ça de mise à jour qui prenaient beaucoup de temps à produire et qui avaient une faible plus-value. Je pense qu'arriver avec les chiffres sur en fait l'absence d'intérêt, en tout cas en ligne pour ce type d'articles, a aidé à faire ça. Après, pour moi, d'une bonne dizaine d'années d'expérience, on sait que les articles explicatifs et les ingrédients du web ont été transformés petit à petit, les papiers à puce, etc., se sont transférés petit à petit dans le journal aussi. Donc voilà, c'est plutôt un glissement comme ça. Voilà. Une question pour Cédric, question de Valentine Passemar qui demande si cette boussole peut s'adapter à des newsletters produites par des entreprises, non pas médias, mais dans le cadre de newsletters corporate, qu'elles soient destinées aux clients, prospects, etc., parties prenantes de manière générale. Alors, de manière générale, la boussole peut tout à fait s'adapter et être utilisée pour toute production éditoriale à partir du moment où on se pose la question de l'impact, entre guillemets, que va avoir la production éditoriale auprès de son public. C'est-à-dire que ça vaut le coup pour fondamentalement n'importe quel format média et n'importe quel rythme et n'importe quel public. Ça peut être, la boussole peut tout à fait être utilisée et adaptée pour un public d'enfants, par exemple ou Ou un de public de collectivité. communication interne, puisqu'on Tout est en à train de fait. travailler sur un sujet avec une très grande entreprise qui veut mieux orienter sa communication interne auprès de ses salariés et s'appuie sur la boussole pour cela. Mm. Question, J'ajouterais vas-y. J'ajouterais juste la difficulté dans une newsletter, en fait, s'il n'y a pas de clic, c'est de savoir, en fait, d'avoir l'impact clairement pour le mesurer et savoir quelle information a retenu l'attention plus qu'une autre dans une newsletter, quoi. C'est Mm. peut-être la difficulté. Mm. Question pour toi, Nicolas, d'Élise Descamps. Comment faire la part des choses entre ça n'a pas marché car ça n'intéresse pas les lecteurs et ça n'a pas marché car on s'y est mal pris? Oui, c'est une très bonne question. Et ça, je pense que c'est, bah voilà, ça c'est toute l'intuition journalistique des chefs de rubrique ou de ceux qui s'occupent de la gestion des contenus. C'est si on voit que, on sent que un sujet avait un potentiel, qu'il a fonctionné par le passé, etc., mais qu'il n'a pas, ça n'a pas abouti à de l'engagement. Bah là, on peut poser la question en fait sur les titres. Et ça aussi,
cette fréquentation régulière de ce rapport hebdomadaire montre que la question du titrage est très important dans la promesse éditoriale. Est-ce que ma promesse éditoriale était suffisamment claire? Et nous, on appelle ça les articles mous, c'est-à-dire des articles qui répondent à plusieurs besoins sans vraiment y répondre totalement. Et en général, ça se voit directement dans le titre. Et donc, plus la promesse éditoriale est claire, plus le titre est fort, plus ça fonctionne. Et à partir de ce moment-là. Donc, je sais pas si ça répond tout à fait à la question, mais je pense que on le sent assez vite de se dire, bah tiens, ça c'est quand même bizarre. Et ça aurait dû fonctionner et ça ne l'a pas fait. Pourquoi? Et là, on peut regarder. Et dans ce rapport, justement, on a aussi bien les sources de trafic, d'où ça vient. Est-ce que c'est Google? Est-ce que c'était mis ou pas? Est-ce que c'est un besoin utilisateur? Est-ce que voilà, il y a plusieurs grilles. Évidemment, il n'y a pas une seule réponse. Est-ce que c'est le timing de la journée aussi? Ou est-ce qu'il y a Ouais. une autre actu qui est arrivée en même temps? Il y a beaucoup de facteurs. Et pour compléter ce que dit Nicolas, il est important et idéal de pouvoir croiser avec les actions de diffusion qu'on fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on l'a posté sur LinkedIn, Blue Sky, Twitter? Est-ce que c'est dans une newsletter? Est-ce qu'on a mis sur la page d'accueil? Combien de temps? Et c'est là où des outils statistiques un peu modernes permettent en fait de comparer à la fois l'intérêt du sujet, donc ça c'est le nombre de gens qui viennent, la qualité du traitement du sujet, est-ce que les gens, les lecteurs sont restés jusqu'au bout, combien de pourcentage de l'article ils ont lu, mais aussi la capacité de diffusion qu'on a mis en place autour d'un article, parce qu'il peut y avoir des très bons articles, mais s'ils ne sont pas mis en avant, ils vont avoir une difficulté à, à performer, entre guillemets, pour utiliser un terme un peu business, mais, euh, mais voilà. Et donc, c'est intéressant d'avoir ce point aussi des sources, effectivement, comme disait Nicolas, et de le suivre particulièrement. À vous deux, je vais vous inviter à conclure ce webinaire en vous partageant la réflexion de Frédéric Anne qu'on salue à Montpellier. Elle dit qu'elle trouve ça intéressant aussi de se servir de cette boussole dans le cadre du développement de formation pour accompagner la montée en compétences. Donc je signale que donc SAMSA a développé un atelier de formation d'une demi-journée pour prendre en main cette boussole des besoins du public. J'ai partagé le lien dans le chat. Et je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Cédric, et puis qu'on puisse conclure ensuite ce webinaire. Si, si, avec plaisir. Le principe de cet atelier formation d'une demi-journée, c'est vraiment de se mettre dans la position alors, il y a une première partie relativement théorique dans laquelle on rentre un petit peu dans les explications de la boussole, mais derrière, assez vite, on va rentrer dans ce dont parlait Nicolas tout à l'heure, à savoir la catégorisation des articles. Donc, ça permet de comprendre quels sont les besoins auxquels répondent les articles. Et derrière, de rentrer dans une logique, du coup, un peu de conf de rédaction sur, on a les sujets du jour, comment on les traite, comment est-ce qu'on pourrait les traiter différemment si on met en place la boussole, dans quelle chronologie, sous quel format. Parce qu'en fait, ce qui est passionnant avec cet atelier-là, c'est que ça réinterroge la façon dont on va vraiment piloter la production. Et donc l'enjeu, c'est de mettre autour de la table 6, 8, 10 personnes de la journalistes de la rédac et de les mettre vraiment en exercice autour de la pratique très éditoriale de la boussole, comme on parlait Nicolas tout à l'heure. Un mot, Nicolas, de conclusion? Oui, bah, deux enseignements intermédiaires, parce que bon, on n'est pas au bout du trajet. C'est que pour nous, ça n'a pas été un virage radical avec des gains spectaculaires, mais en fait, le cumul des gains marginaux répétés quotidiennement et tout ça, ça a une grande force de traction. Ça, c'est vraiment important et c'est un processus de réflexion. Et maintenant, même dans notre programme du jour, on voit le sujet, l'angle et puis deux points, Inspire Me ou Explain Me. Donc, ça aide aussi à préciser envers le journaliste de quoi on a besoin. Donc ça, je pense, à une force de traction importante. Et deux, euh, la plus grande difficulté que j'ai, c'est que ça se déroule sur plusieurs mois et que il y a une hype au début. Tout le monde veut savoir comment ça fonctionne, etc. Et puis il y a un autre projet qui vient, peut-être une actu un peu plus forte, et puis on a tendance à lâcher. Et donc il faut réussir à réalimenter
la dynamique, à la relancer. Et ça, je pense que, enfin, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de nouveaux rapports un peu plus fouillés qu'on va proposer et qu'on va remettre dans la discussion. Donc ça, voilà, c'est ça. Pas de virage radical, mais une progression à long terme et un projet qu'il faut alimenter et nourrir. Eh bien, merci. Il est midi à Paris et à Bruxelles. Merci, Nicolas, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé tous ces retours d'expérience. On vous a partagé un dernier petit sondage pour savoir ben voilà, où vous en êtes un peu de votre réflexion par rapport à cet outil. On le répète, et Nicolas l'a bien dit, c'est pas un outil magique, c'est pas un outil non plus la révolution, vous allez tout apprendre, tout découvrir, etc. En revanche, aujourd'hui, dans des moments où on peut difficilement produire plus dans beaucoup d'équipes, la question de produire mieux se pose très concrètement et de produire mieux, je dirais, à la fois pour la satisfaction de ceux qui nous lisent, nous écoutent, nous regardent, mais aussi pour la satisfaction des journalistes, parce qu'on parlait de ces articles fantômes. À un moment donné, c'est délétère de se dire qu'on a passé un certain nombre d'heures à produire un contenu qui a été vu peut-être par sa mère et son petit cousin et guère plus de personnes. Donc il y a vraiment un sujet. Merci à vous d'avoir été présent pour ce webinaire. Vous savez où vous pouvez nous trouver sur samsa.fr si vous voulez poursuivre cette discussion avec nous autour des User Needs Model, de la boussole des besoins des utilisateurs. Je répète, le prochain rendez-vous des rencontres de l'innovation éditoriale, ça sera le 5 février 2026 à Paris. Notez-le d'ores et déjà. La boussole est en téléchargement sur le site de samsa.fr si vous le souhaitez. Et notre formation d'une demi-journée pour prendre en main est disponible. Et puis, vous pouvez faire comme un certain nombre d'organisations qui nous ont contactés pour qu'on puisse réfléchir avec elles, avec ces organisations, sur la manière d'implémenter la boussole et les outils de mesure puisqu'on n'a pas dit grand-chose, mais on est aussi en partenariat avec Smart Octo, qui est une société néerlandaise qui équipe aujourd'hui beaucoup de rédactions et d'organisations à travers l'Europe pour mesurer. Alors, Nicolas expliquait que dans la rédaction de l'Écho, ils l'ont fait directement eux-mêmes avec ChatGPT, mais qu'on peut aussi mesurer à travers cet outil les impacts de cette boussole des besoins du public. Merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir été là, merci d'avoir participé, et puis on vous dit à très bientôt pour de nouveaux webinaires autour de la boussole ou autour d'autres sujets. Bonne journée. Bonne journée à tous, merci. Au revoir.